Réduire la viande, le beurre, le fromage, végétaliser notre alimentation, jusqu'où peut-on réellement aller? Extrait de la webconférence organisée par le fonds Solid Grounds, structure scientifique d'intérêt général, et par PlanetScore, l'étiquette indépendante qu'il détient. Une conférence pour déminer un grand nombre d'idées reçues sur l'alimentation et la santé. Petit point sur la viande. Aujourd'hui, un des points majeurs pour la soutenabilité des systèmes agroalimentaires, c'est de vouloir diminuer la viande. Planet Score est aussi dans cette démarche-là parce on exerce aujourd'hui des contraintes extrêmement fortes sur la nature, notamment pour nourrir des systèmes d'élevage très intensifs. Ce n'est pas le cas de tous les élevages, mais voilà, il y en a quand même un certain nombre qui sont dans ce cas-là. Ça concerne donc à peu près 2 tiers des surfaces de grains de l'Europe qui sont dédiées pour ces élevages, et une partie des élevages même ruminants qui sont maintenant nourris plutôt aux céréales. Donc, on a un vrai enjeu, on en est conscient et on essaye de regarder dans les prospectives quelles sont celles qui tiennent la route en termes de rebouclage agricole, territorial et alimentaire. Quelque chose qui permette d'assurer une soutenabilité globale. Ça n'est pas du tout facile. On est un petit peu nombreux en réalité, il ne faut pas se cacher. Donc, il y a des publications que je vous invite à lire du CNRS ou de l'IDRI sur ce sujet qui montrent toutes qu'on a besoin effectivement de réduire notre consommation de viande. Et la question qui se pose toujours quand on a ce type de sujet, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut réduire en étant encore OK nutritionnellement, en étant OK par rapport à nos équilibres euh, alimentaires. Donc, sans rentrer, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais par exemple, ce que montre la publication de l'IDRI, c'est qu'on peut réduire, enfin en tous les cas, on en a besoin si on veut éliminer tout ce qui est importation de déforestation, surconsommation de terres agricoles qui font que l'Europe est aujourd'hui dépendante à 10% de ses calories de l'importation. L'Europe ne nourrit pas le monde, hein. L'Europe importe 10% au global, un net de ses calories pour nourrir sa population. Donc, en fait, comment on fait pour revenir dans quelque chose qui est plus soutenable? Bah, effectivement, il faut diminuer notamment la consommation de viande, ce n'est pas le seul point, tout ce qui est d'origine animale, mais avec des résultats qui sont assez différents selon les scénarios qu'on regarde, et avec des scénarios comme celui de l'IDRI qui maintient les ruminants, alors qu'ils sont totalement éliminés dans le scénario que vous voyez à droite, qui s'appelle le Eat Lancet, et qui est en fait un scénario qui est très, très basé sur le même type de démarche que celle de Hans Selkis, hein, viande maigre, beaucoup de poissons, ce qui n'est pas soutenable du tout, hein, parce que là, c'est plus de poissons même qu'aujourd'hui, sachant on en consomme beaucoup trop par rapport aux ressources. Et puis élimination, dans le scénario Eat 7, quasiment élimination de tout ce qui est viande rouge, il n'y aurait pas de quantité minimale requise. Voilà. Donc ces scénarios-là, juste pour vous dire qu'il y a une grande variété de scénarios possibles, et qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu plus finement, et c'est ce qu'a fait l'IDRI tout dernièrement, ça c'est une publication qui est sortie en début d'année, qui s'appelle Tram 2025 et qui conclut que les Français pourraient réduire finalement de 15% leur consommation de viande en 10 ans, ce qui est déjà beaucoup, sans porter préjudice à leurs besoins nutritionnels. Donc, ils ont étudié une douzaine ou une quinzaine de catégories de profils de personnes en France. Alors, c'est des réductions qui sont variables selon les profils, justement, mais globalement, c'est quand même compliqué, sans porter préjudice aux besoins nutritionnels, de réduire davantage. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça nécessite des pilotages assez fins. Donc, sur ces sujets-là, je vous invite vraiment à lire notamment les travaux de paléoanthropologie de Jean-Jacques Hublin pour comprendre en fait pourquoi on a ces besoins nutritionnels et à quel point c'est lié en fait à notre métabolisme et notamment le fait qu'on a une grosse consommation énergétique pour notre cerveau, qui n'est pas dépendant strictement du glucose, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, et que le fait qu'on ait aujourd'hui le système digestif qu'on a, c'est un compromis qu'on a fait, enfin qui a été fait à notre insu, mais au cours de l'évolution. C'est une coévolution, système digestif cerveau, fait qu'aujourd'hui, on a raccourci, je crois que juste un petit peu après, on a raccourci notre tractus digestif pour être capable de métaboliser et de maximiser la métabolisation de produits extrêmement riches. On est très très bon à ça. Pour ça qu'on n'est pas malade quand on mange des graisses saturées, si on n'a pas une grosse réponse insulinique associée. Ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer, puisqu'on entend beaucoup dire qu'on serait essentiellement granivore ou frugivore. Ce n'est pas réellement le cas. Quand on regarde réellement la partie, le volume, pourcentage de notre système digestif qui est lié à la fermentation des fibres, tout ce qui est fermenté cible, notamment le côlon et le caïcum, ils sont quand même beaucoup plus faibles que chez les primates, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. Au contraire, on fait ça très, très bien. On fermente, on fait des acides gras chaîne courte, c'est super. Et c'est bien, on doit le faire. Mais on a quand même un système digestif qui est un peu particulier dans le sens où il est quand même très, très bien fait pour digérer des protéines
Il est très bien fait pour digérer également des graisses saturées. On a un intestin grêle qui est très long. Et on a également un estomac qui a un niveau d'acide qui est entre 1,1 et 1,5, c'est-à-dire parmi les estomacs les plus acides de tout le règne animal. On est quand même très très bon pour digérer des protéines. Hmm. Donc voilà, il faut juste avoir conscience de ça. Et dernière chose, là aussi c'est un peu gênant. Enfin, moi je trouve que ça c'est également une idée reçue qui probablement va finir par se déliter. L'association viande rouge, alors il n'y a pas une viande rouge, attention, mais l'association viande est globalement souvent ciblée viande rouge sur la partie cancer ou mortalité, etc. Quand on regarde à l'échelle mondiale et qu'on essaye de faire des corrélations entre la façon dont les populations s'alimentent et cette idée ou ce principe, ça quand même, ça n'a pas l'air de vraiment tenir. Donc attention quand même là aussi à ne pas partir dans des régimes d'éviction. Oui, c'est important d'arriver à diminuer pour la question de la soutenabilité environnementale, mais c'est un trade-off. Alors, ces publications-là que je vous invite vraiment à lire, notamment celle-ci d'une équipe de l'INRA, qui est très intéressante et qui montre qu'on a besoin quand même qu'une partie de nos protéines, donc là, c'est une étude qui a été faite sur les adultes, doit venir en fait des animaux pour arriver à réellement correspondre à nos besoins non protéiques. Souvent, on se base uniquement sur les protéines, le besoin protéique pour faire les prospectives. Et or, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Donc là, pareil, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais cette publi est vraiment hyper intéressante. Euh, Cette publi-là raconte à peu près la même chose et un des éléments qu'on ne mange plus aujourd'hui, qui sont notamment les abats. Et c'est vraiment bien dommage parce que, en fait, c'est là qu'on trouvait la majorité des nutriments dont on aurait besoin aujourd'hui dans des animaux qui étaient donc plutôt à l'herbe, hein, on mangeait plutôt des grands herbivores. Et donc aujourd'hui, on ne mange plus, il est même vraiment pas recommandé. C'est le Nutri-Score l'a d'ailleurs écrit sur un post il n'y a pas très longtemps, il n'est pas recommandé de manger les abats. Voilà, donc juste pour terminer, le Eat Lancet, qui est malheureusement un document qui a été donc publié depuis 2019 et qui est devenu un petit peu le catalyseur de toutes les politiques publiques aujourd'hui autour de l'alimentation, ne prend pas en compte les problèmes de biodisponibilité des protéines, mais également de beaucoup de micronutriments essentiels. Donc voilà, c'est pas du tout pour faire un plaidoyer pour la viande. Une fois de plus, Planète Corps, on essaye vraiment de réduire et même de réduire par deux, ce qui est très très ambitieux, c'est les consommations de produits issus de l'élevage. Mais il faut le faire vraiment à bon escient. Il faut que ce soit vraiment piloté parce qu'on est, voilà, ça va être très compliqué au niveau nutritionnel. Et donc cette publi-là fait un point. Là aussi, je vous invite à la lire, très très clair sur la façon dont des publications dont les chercheurs ou les académiques ont accepté de dire qu'ils avaient fait des erreurs en 2019. Ces erreurs n'ont jamais été corrigées. Les erreurs ne sont pas publiées, ce qui ne se fait pas notamment normalement en sciences. Voilà, et donc pour terminer sur ce point, désolé, mais là je vais essayer d'aller très vite. Sur la végétalisation, on nous a posé beaucoup de questions sur les deux rapports qui sont sortis de l'ANSES. Là aussi, vraiment très voilà, intéressant. Ils ont essayé de calibrer deux scénarios, un scénario nutritionnel et un scénario dans lequel ils essayent d'aligner la partie nutritionnelle et l'absence de contamination, enfin, de rajouter des contraintes toxicologiques, comme celle que Anthony Berthaud a évoquée tout à l'heure sur les contaminants. Et en fait, ça a été assez compliqué pour avoir des régimes végétaux qui arrivent à correspondre à ça. Je vous laisserai regarder en détail les éléments qu'on a surlignés, mais notamment, il faut pour ces régimes-là, donc des régimes d'éviction, plutôt végétariens ou végétaliens, enfin, se reposer en partie sur des aliments enrichis. Mais alors, ce que note l'ANSES quand même, c'est que néanmoins, ce groupe d'aliments enrichis reste un fort contributeur aux apports en sel et en sucre totaux. Donc voilà, une fois de plus, ce sont toujours des compromis, hein. Il n'y a absolument rien qui est parfait dans ce monde, malheureusement. Là aussi, hein, pareil, on reparle du problème des offres, enfin des produits enrichis et du fait que l'offre est aujourd'hui un peu lacunaire, en tous les cas pour les personnes qui veulent s'alimenter de cette façon-là. Ces repères-là ne sont pas applicables aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes âgées, aux populations physiquement très actives. Donc attention, voilà, c'est à adapter. Biodisponibilité, ils ont également évoqué que la question des antinutriments, on a évoqué plusieurs fois aujourd'hui, les phytates, les oxalates notamment, mais il y en a d'autres, n'avaient pas pu être vraiment pris en compte. Donc certains éléments positifs ont peut-être été surestimés en termes de biodisponibilité.
Voilà, il y a quelques autres points qui sont relevés et qui font qu'on a, comme toujours, et c'est très très bien de la part de l'ANSES de le mentionner, des risques voilà, de passer à côté quand même de certains points de vigilance importants. Voilà la fameuse publication du HIT Lancet euh, et tout un tas de publications sur lesquelles je ne vais pas venir en détail aujourd'hui, qu'on pourra détailler dans un autre webinaire, qui font le point sur la question de la consommation de viande, quelle viande au pluriel, viande rouge, viande blanche, etc. Et quel type d'élevage derrière. Voilà, en voilà deux autres. Je ne rentre pas non plus dans les détails sur le fait que c'est quand même compliqué. Là aussi, une autre publication sur les régimes végétariens et véganes. C'est très compliqué en situation réelle d'arriver à piloter pour avoir vraiment quelque chose qui soit nutritionnellement complet. Alors, les régimes standards ne sont pas complets non plus, hein, puisqu'il y a des carences dans tous les sens, même en régime tout à fait occidental. Donc, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas voilà, des bonnes façons de s'alimenter, mais tout ça doit être sûrement piloté de manière beaucoup plus fine que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc, je passe rapidement pour pouvoir donner la parole à Pierre Vladimir. Ayons quand même en tête que presque 80% de la population française et globalement occidentale se déclare omnivore ou flexitarien. Et donc, on a un vrai enjeu quand même à réfléchir à la façon dont on essaye d'orienter les systèmes d'élevage pour avoir des produits qui soient bons pour la santé et bons pour la planète.